Alors, chers amis téléspectateurs de la A2I TV, c'est avec plaisir que je vous retrouve encore une fois pour échanger avec vous. Aujourd'hui, la question qui m'a été posée, ou les questions qui m'ont été posées, je vais essayer de les rassembler en une ou en deux maximum, c'est de savoir s'il y a possibilité d'invalider les actes pris par des ministres qui ont déjà été élus députés. Donc, la première des choses à savoir, c'est que l'État du Sénégal, le Sénégal donc, dans sa législation, prévoit qu'un élu puisse cumuler des fonctions. Bien qu'elle autorise de cumuler des fonctions, elle interdit donc certaines fonctions ne peuvent pas être cumulées. C'est par exemple le cas de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, le cas de ceux qui sont élus députés alors qu'ils étaient déjà ministres. Maintenant que le gouvernement a été remanié et que certains parmi eux ont été reconduits, il est bien évident que ceux qui ont été reconduits dans leurs fonctions, ou en tout cas qui ont été élus députés et qui maintenant se trouvent être dans le gouvernement, ceux-là vont devoir opérer un choix. Il faudra qu'ils choisissent soit d'aller à l'Assemblée nationale pour exercer leur mandat de député, ou alors de choisir de rester dans le gouvernement pour continuer à effectuer leur mission de ministre. Parce qu'en fait, n'oublions pas que dans notre pays, il y a trois grands pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire. Donc, ici, en ce qui nous concerne, nous parlons à la fois de personnes qui se trouvent être à la fois un membre de l'exécutif et aussi un membre du corps législatif. Donc, ce sont des fonctions qui ne sont pas compatibles. Alors, comment la chose se passerait? Il est prévu que pour les personnes qui se trouveraient dans ce cas de figure-là, qu'ils aient un mois après l'installation de l'Assemblée nationale ou un mois après leur nomination dans le gouvernement pour choisir. Soit ils restent à l'Assemblée nationale, ils continuent avec leur mandat d'honorables députés et ils exécutent leur mission de parlementaire, ou alors ils font le choix de rester membres de l'exécutif. À ce moment-là, ils restent dans le gouvernement. Mais ils ne peuvent pas à la fois être membres du gouvernement, membres de l'exécutif, et être membres du législatif. Donc ce problème est réglé. Malgré tout, il n'y a pas que des ministres qui sont concernés par cette question d'incompatibilité et de cumul. Il y a ceux qui sont, par exemple, nommés ou qui exerçaient des fonctions de directeur général. Ceux-là ne peuvent pas exercer leur mission de directeur général de société privée ou de société semi-publique, en tout cas d'un certain niveau, et vouloir cumuler cette fonction-là avec la mission de parlementaire. Ce n'est pas possible non plus. Là, c'est un cumul qui n'est pas permis. Cela n'est pas à confondre avec les missions qui peuvent être confiées à un député qui peut être nommé dans un conseil d'administration pour y représenter soit l'État ou pour y représenter peut-être l'Assemblée. Ça, ce sont des missions d'un parlementaire désigné par le Parlement pour aller siéger au sein d'un conseil d'administration, par exemple, etc. Ce n'est pas du tout pareil que quelqu'un qui est déjà administrateur d'une société qui gère des fonds publics et qui voudrait exercer des missions de parlementaire. Cela n'est pas envisageable. Ça, c'est le premier constat. Nous pouvons dire que pour cette élection qui vient de s'achever, on est dans la situation où il y a certains élus qui se trouvent être, par exemple, frappés par cette disposition-là. Puisque le gouvernement a été remanié et que certains parmi les 12 ministres qui étaient déjà en compétition, par exemple à Saint-Louis avec Madame le ministre Roudiambaye et le ministre Mansour Faye, alors qui sont tous les deux élus députés et qui sont reconduits dans le gouvernement, ils auront à opérer un choix. Il en est de même pour Abdoulaye Diouf Sarr à Dakar et Amadou Ba aussi. Pareil pour Moustapha Diop à Louga, pour ne citer que ceux-là, qui sont déjà des membres de l'exécutif, qui sont élus députés et qui sont reconduits dans le gouvernement. Ils auront à opérer un choix. Maintenant, la question peut être résolue dès le début, parce que la session parlementaire aura lieu, l'entrée parlementaire va avoir lieu, des députés va avoir lieu le 14 septembre. Donc, ils peuvent, d'ores et déjà, s'ils ont décidé de siéger dans le gouvernement,
c'est-à-dire dans l'exécutif, adresser une lettre à M. le Président de l'Assemblée nationale, bien qu'il ne soit pas encore élu, pour annoncer que ce sera donc leur suppléant qui viendrait siéger à leur place. À ce moment-là, la question du cumul ne se poserait pas, elle aura été préalablement résolue. Et d'ailleurs, je pense qu'ils prendront cette précaution-là pour le faire. Un autre indicateur, par contre, on peut avoir un indicateur. Lorsque quelqu'un qui est nommé ministre et qui est élu député à l'Assemblée nationale, lorsque cette personne, en général, accepte d'être membre du bureau de l'Assemblée, ça c'est un excellent indicateur, ça montre, on peut présager qu'en principe, cette personne-là fait l'option de rester au Parlement et il renonce à la mission d'être membre du gouvernement. De toutes les façons, donc, tant que l'on n'aura pas connu les résultats, tant que l'Assemblée nationale n'aura pas été installée, tant que le gouvernement n'aura pas été mis en place, de toutes les façons, le gouvernement est constitué, ils attendent d'être convoqués pour le premier Conseil des ministres. À la sortie de ce Conseil des ministres, ceux qui auront adressé à M. le Premier ministre et à M. le Président de la République leur démission parce qu'ils préfèrent siéger, la question sera réglée. S'ils ne le font pas, que le 14, on les retrouve, 14 septembre, on les retrouve à l'Assemblée, cela voudrait dire qu'ils sont dans cette phase de délai, phase de réflexion que la loi leur permet. Donc, on comptera à partir du 14, un mois pour que le président de l'Assemblée ou Madame la secrétaire générale reçoivent leur lettre de démission qui montre qu'ils ont choisi d'aller dans le gouvernement. Mais pour le moment, les actes qu'ils posent, les actes qu'ils posaient, les signatures qu'ils ont dû prendre entre-temps, bien entendu, ces signatures sont valides. Ces signatures sont valides jusqu'à ce que Monsieur le Premier ministre ait rendu sa démission. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus de gouvernement. Tous les actes qui concernaient l'exécutif étaient concentrés entre les mains de Monsieur le Président de la République, qui était le seul habilité à pouvoir signer des documents. Maintenant, pour ce qui concerne l'exécutif, c'était plus compliqué. Eux, la loi disait de manière explicite, le code électoral, que leur mandat arrivait à terme le 30 juin. C'est une exception qu'on a connue. C'est le fait que la date de l'élection législative ait été programmée au 30 juillet, qui a fait que leur mandat a été prorogé jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait rendu les résultats définitifs. Alors, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, le Conseil constitutionnel, il est le seul habilité à donner des résultats qui engagent, en fait, qui constituent la décision finale pour dire que M. Sarr, M. Ndiaye, Mme Faye, Mme Ngom, Mme Koli, M. Diouf sont députés ou ne le sont pas. En fait, ils se prononcent par rapport à ce qu'ils sont. À partir de ce moment-là, on considère que toutes les procédures de contestation, de recours et appel ont été purgées et que le résultat rendu par le Conseil constitutionnel, c'est un résultat en dernier ressort, il est en principe inattaquable. À partir de ce moment-là, il y a 5 ans devant nous. Maintenant, le fait des contestations qu'il y a eu, ils ont été enregistrés et le Conseil constitutionnel a estimé qu'ils n'étaient pas de nature à changer le résultat définitif des élections de manière significative. Ce que je conteste pour ce qui me concerne. Je pense que, effectivement, dans ce cas de figure, le Conseil constitutionnel, on peut lui opposer on peut analyser son attitude de deux manières. Dire que dans un premier temps, il a étudié l'impact d'une éventuelle décision d'annuler les élections de manière globale, compte tenu des coûts qui ont été engagés. Souvenez-vous, il s'est agi quand même de 50 milliards. Pour l'organisation des élections, on nous parle de quelques milliards, 10 milliards ou plus, je n'ai pas le bon chiffre. Donc, le Conseil constitutionnel a dû estimer que annuler les résultats de manière globale pour reprendre des élections, ça engendrerait des coûts. Donc, l'impact d'une telle décision, elle n'a pas souhaité prendre cette disposition-là. Ça, c'est une appréciation qu'on peut avoir. Tout comme aussi, on peut penser que le Conseil constitutionnel a manqué de courage. Parce qu'il aurait quand même pu, dans certains endroits, annuler les résultats de ces endroits-là pour demander que l'on reprenne les élections dans ces localités-là. Une annulation partielle. Ou encore, en dernier lieu, par exemple, si on s'arrête
dans le cas de Dakar, où on a parlé de beaucoup d'ordres de mission qui ont été utilisés. Et tout le monde sait que ces ordres de mission n'étaient pas donnés à monsieur tout le monde. C'était donc des journalistes, des techniciens des médias, ou alors des hommes en tenue, c'est-à-dire des policiers, des militaires et des gendarmes. Et tous ces corps de métier-là, tout ce qui concerne les hommes en tenue, comme on dit, ceux-là, leur ordre de mission était signé par les ministres en fonction. Alors, à partir de ce moment-là, comme on dit en Wolof, on peut présager que, on peut présumer que ces personnes-là qui ont été mises en mission par une autorité ont certainement pu voter en faveur de cette autorité-là. En sachant que surtout, pour ces personnalités qui sont mises en mission, pour les mettre en mission à Dakar, on ne prendra pas des gens qui habitent dans le quartier. On ira chercher des gens qui habitent ailleurs pour les mettre en mission dans ces quartiers-là, parce que c'était, me semble-t-il, des missions de renseignement, de sécurité, etc. Mais quand même, on parle de 7000 ordres de mission. Alors que l'écart entre les deux listes, la liste Benno Bokk Yakaar qui passe devant, elle devance la liste Taxawu Sénégal de quelques 2000 et quelques voix. Alors que les ordres de mission en question sont de l'ordre de 7000. Vous voyez donc annuler le résultat de Dakar, à partir de cette contestation, elle aurait pu être aussi bien comprise, bien justifiée, et cela n'aurait été que du droit. Mais de toutes les façons, le Conseil constitutionnel a décidé. Ce qui reste maintenant, c'est que les élus aillent à l'Assemblée nationale et jouent pleinement leur rôle. Parce que quand même, disons-le, ceux qui sont élus dans l'opposition, ce sont de grandes figures, des personnalités qui ont déjà été à l'Assemblée nationale, ou ont été membres du gouvernement, ou ont encore été à la tête de grandes structures. D'ailleurs, je pense que tous sont, à part l'élu du Buntubi, qui n'a pas été encore soit ministre, soit député, c'est le seul nouveau qui va découvrir la fonction de député. Mais pour le reste, tous ceux qui sont élus dans les rangs de l'opposition, ce sont des personnalités qui ont été soit ministres, certains même ministres d'État, ou alors députés à l'Assemblée, et certains, comme Pape Diop, ont été même questeurs et présidents de l'Assemblée. Donc voilà, on va avoir une Assemblée nationale avec des élus d'un certain cran, avec le tout nouveau, le bébé du groupe, la belle star qui va arriver dans l'Assemblée nationale, qui suscite beaucoup d'espoir, Ousmane Sonko, qui fait partie, comme l'élu du Buntubi, les bleus, comme on dirait, c'est-à-dire un tout nouveau qui arrive à l'Assemblée, qui n'a jamais été député, qui n'a jamais été ministre, mais qui a quand même une certaine formation et une maîtrise des dossiers pour lesquels il s'exprime. Voilà l'Assemblée vers laquelle nous allons nous trouver, et en espérant que ces députés-là prennent leur courage à deux mains. On m'a posé la question de la présence de Khalifa Sall. Alors, et la réaction de monsieur le ministre. Ce qu'il faut dire, c'est que je ne partage pas l'avis de monsieur le ministre, l'ancien garde du Sceau, maintenant ministre des Affaires étrangères, maître Sidiki Kaba, qui estime que la loi n'est pas rétroactive, et il précise que c'est Khalifa Sall, maire de Dakar, qui a été arrêté. Mais moi je lui rétorque, on ne demande pas, on ne demande plus, alors dans ce cas-là, la libération de Khalifa Sall. Il s'agit ici de demander, ce qui est demandé, c'est que le député Khalifa Sall soit laissé pour qu'il aille siéger à l'Assemblée nationale et exécuter sa mission. Au-delà du fait que nous savons tous qu'un maire de Dakar n'a aucune raison, objectivement, aucune raison de quitter le pays pour une quelconque raison. De plus, les 6 mois de détention préventive ont quand même été largement suffisantes pour pouvoir mesurer l'ampleur et la maladresse qu'il y a eu en arrêtant cet homme et en le mettant aux arrêts. Je demande donc à ce que ses collègues députés demandent solennellement qu'il soit libéré pour lui permettre de siéger et d'exécuter son mandat de député à l'Assemblée nationale. À défaut d'avoir l'unanimité des députés, ou en tout cas une majorité des députés qui le demanderaient, je demande donc solennellement aux élus de l'opposition de faire une motion, de demander justement que Khalifa Sall soit libéré
et qu'ils viennent les rejoindre pour que tous ensemble, ils puissent exécuter leur mission dans les conditions les meilleures. S'ils le faisaient, cela les honorerait, et s'ils ne le font pas aussi, ce ne sera que, je ne dirais pas un déshonneur, mais un acte de soumission qui ferait qu'on ne sentirait pas cette barrière, cette frontière qui devrait exister entre l'exécutif qui veut bâillonner un élu et le législatif qui demanderait à être respecté. De ce point de vue-là, c'est Maître Wade qui est le doyen d'âge des élus, qui va en principe présider cette séance d'ouverture. Il a la responsabilité devant l'histoire et devant le Sénégal de marquer et de manière formelle cette intention de voir Khalifa Sall siéger à l'Assemblée nationale, pas parce qu'il le défend ou parce qu'on le défend ou parce que la population le défend, mais c'est parce que nous estimons qu'un député ne doit pas être mis aux arrêts tant que sa culpabilité n'est pas encore prouvée. Nous estimons qu'il faut qu'on le laisse, qu'il vienne siéger à l'Assemblée nationale et chaque fois qu'il y aura un besoin pour le consulter ou pour reprendre la procédure on la connaît, il s'agira de lever son immunité parlementaire et de l'interroger. Et pour le cas où il serait avéré qu'il a été jugé coupable, à ce moment-là, la sanction qu'il mérite pourrait lui tomber dessus. Alors, j'ouvre une parenthèse et ce sera le mot de la fin pour dire que nous allons vers une assemblée pour laquelle il y a une période qui va être extrêmement intense en réflexion, en décision. Nous sommes à 1 an et demi de la prochaine présidentielle et il est évident que dans cette Assemblée nationale-là, si les gens jouent pleinement leur rôle, il y a tout à fait une possibilité d'amorcer un véritable redressement de la situation à la fois économique, sociale et culturelle du pays. Et je pense qu'on pourrait atteindre ce niveau d'apaisement qui est souhaité, tant souhaité d'ailleurs par la population au niveau du champ politique pour que les activités démarrent de la manière la plus sereine. Pour boucler, je dirais que ce moment d'apaisement, on aurait déjà pu nous trouver dans cette situation-là si M. le Président de la République et M. le Premier ministre, en constituant le nouveau gouvernement, avaient entendu l'appel de la classe politique, notamment celle de l'opposition, et de manière globale, la majorité des Sénégalais qui souhaitent que la question de l'élection soit séparée de la gestion du ministère de l'Intérieur. Abdoulaye Daouda Diallo, tout le monde apprécie ses compétences en tant que ministre de l'Intérieur. Là où il a été contesté, ou là où ses services ont été contestés, c'est dans la gestion de la question électorale. C'est donc de ce point de vue-là, puisque ça semble être une demande globale, une demande générale, j'estime que le président de la République a raté le coche ici pour donner un signal fort d'apaisement pour ce qui concerne la gestion de l'espace politique. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il a encore la possibilité de créer cette instance-là puisqu'il a appelé au dialogue. Je demande donc à tous les acteurs politiques, à nous aussi de la diaspora, de mener notre réflexion et d'aller vers cet échange-là. Nous ne pouvons plus être en reste dans la diaspora. Je salue donc les différents députés issus de la diaspora, ceux issus élus en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie. Je leur souhaite une belle carrière parlementaire en espérant qu'ils seront à la hauteur des espoirs qui sont placés en eux. Voilà, chers amis téléspectateurs de la A2I TV, le plaisir que j'avais à nouveau d'échanger avec vous et de parcourir très rapidement cette question concernant le cumul des fonctions, le cumul des mandats entre le mandat de député et le mandat de ministre ou le mandat de député et le mandat de directeur général. Ce sont deux fonctions qui ne sont pas compatibles et c'est pourquoi, encore une fois, ces nouveaux députés qui étaient déjà directeurs généraux ou qui étaient déjà ministres vont avoir à choisir soit la carrière parlementaire, soit la carrière exécutive ou la carrière administrative ou dans le domaine des affaires en évitant tout le temps de manière constante les conflits d'intérêts.
Voilà, chers amis téléspectateurs, le plaisir que j'avais d'échanger avec vous sur cette question, en espérant vous revoir très bientôt pour une autre question, si vous le voulez bien.